Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des faux MGTOW. Qu'est-ce qu'un faux MGTOW et pourquoi il y en a? La différence essentielle entre un MGTOW et un incel, par exemple, c'est que le MGTOW est un célibataire volontaire et l'incel, comme l'indique l'acronyme pour ceux qui comprennent un peu l'anglais, veut dire Involuntary Celibate, célibat involontaire. Donc, chez l'incel, il y a quelque chose qu'il n'y a pas chez le MGTOW, c'est cette notion de subir le célibat. Le MGTOW est un célibataire volontaire dans le sens où il a choisi son célibat. C'est quelqu'un qui a le choix, c'est quelqu'un qui pourrait ne pas être célibataire et vivre avec quelqu'un. Et il y en a d'ailleurs qui le font, il y a plusieurs niveaux de MGTOW et il y en a qui ont des rapports à long terme sans se marier, d'autres qui ne veulent même pas des rapports à long terme mais qui choisissent uniquement des rapports à court terme ou des coups d'un soir. Et il y a donc plusieurs niveaux. Mais le dénominateur commun entre les MGTOW, c'est que ce n'est pas des gens qui sont tombés dans le célibat parce qu'il y a misère sexuelle, parce qu'il y a incapacité ou impossibilité à rencontrer des autres, parce qu'on a de l'anxiété sociale. Le MGTOW est quelqu'un qui a eu le choix, et qui a toujours le choix. Beaucoup de MGTOW le deviennent après un divorce, après avoir lutté pendant des années en justice pour avoir la garde de leurs enfants, après avoir été ruinés par une femme. Donc, c'est des hommes qui ont connu et qui ont vécu avec les femmes, qui les ont fréquentées, qui les ont aimées, et qui sont arrivés à la conclusion que le jeu n'en valait pas la chandelle. Parce qu'aujourd'hui, on peut vraiment se poser la question: quel est l'intérêt pour un homme de s'associer avec une femme? Dans un monde où les femmes veulent devenir l'égale de l'homme, dans un monde où les femmes veulent travailler, les femmes veulent accéder à toutes les choses auxquelles accède un homme et veulent faire toutes les choses que font les hommes. Quel est l'intérêt pour un homme qui est masculin, un homme qui fait déjà ses tâches, de s'associer à une femme? C'est-à-dire que lorsque il y a 100 ans ou 150 ans, ou il y a ne serait-ce que 60 ans, on s'associe à une femme, ou lorsqu'un homme s'associait à une femme, il recherchait la complémentarité. C'était lui qui travaillait à l'extérieur et qui gagnait suffisamment d'argent pour nourrir sa famille. Et la femme, c'était la nourricière qui s'occupait de la maison, qui s'occupait de son intérieur, qui faisait la cuisine, qui faisait que la maison sentait bon. Et donc un homme qui travaille en extérieur toute la journée et qui rentre chez lui voit et comprend le bénéfice de cette femme, en plus de la procréation, des enfants, du projet commun. Aujourd'hui, quand tu t'associes à une femme qui ne veut plus faire la cuisine ou qui ne sait plus faire la cuisine, les occidentales sont une catastrophe. Enfin, moi, ce que j'ai vu en vivant à Londres, on va dire que américaines, australiennes et anglaises, on peut ajouter les irlandaises, sont les pires lorsqu'il s'agit de cuisiner, de tenir un intérieur. Moi, j'ai vu des intérieurs de femmes hallucinants. Alors, quand je dis intérieur, je parle d'habitat. Hein. N'allez pas dans les dérives sexuelles tout de suite. On va y arriver, mais c'est un peu trop tôt dans la vidéo. Et souvent, j'ai toujours découvert, en rentrant un soir un peu bourré avec une gonzesse que j'avais alpaguée dans l'une des soirées que je faisais. Je sortais 3 fois par semaine. Hein. Quand je suis arrivé à Londres, j'étais un vrai chasseur. C'est incroyable. En soirée, j'étais un MiG 31. Il y a rien que je ratais. Je sortais jeudi, vendredi, samedi. Et forcément, la drague, c'est un numbers game, c'est un jeu de nombres. Et quand tu parles à 20, 25 gonzesses, forcément, tu finis par en choper une. C'est pas plus compliqué que ça. Si tu sais un peu parler, si tu présentes bien, si tu te débrouilles plutôt bien, si t'es pas un weirdo, comme on dit en anglais, si t'es pas un mec bizarre, un peu qui a de l'anxiété sociale ou qui... Il y a des mecs comme ça, tu vois, tu le vois en soirée, debout, en train de boire sa bière, tu sens qu'il est chelou. Si tu fais pas partie de ces mecs-là, normalement, si t'es pas trop con, t'arrives toujours à choper. Et en rentrant avec ces femmes, j'ai toujours été surpris par l'état de leurs intérieurs. C'est toujours systématiquement mal rangé et dégueulasse. Les boîtes de KFC sur la table, il y en avait une qui avait un kebab de la veille qui traînait encore sur sa table. C'est toujours... ce type, la working girl névrosée, ne sait plus ranger un intérieur, ne sait plus cuisiner. Et en voyant ça, je me suis dit, mais à quoi bon? Comment tu peux vivre avec des meufs pareilles? Alors, faut dire que j'ai tapé dans l'extrême. Hein. Bon, j'ai pas le choix. Je vis en Angleterre.
Qu'est-ce que tu veux que je rencontre? C'est de la canadienne, de l'américaine. Bon, il y a des indiennes, des pakistanaises, mais c'est pas mon type. Ça me branche pas trop. On va dire que ça ne m'attire pas. Donc forcément, il me reste que ça, nord-américaine et européenne. Et je dois dire qu'on n'est pas gâté. Et tu te dis, quand t'es un mec, ben t'as quoi en retour? Quand tu travailles, tu offres le standard, tu offres la sécurité, surtout si t'es un mec qui réussit bien dans la vie, tu te dis, ben voilà, moi je donne tout ça à cette meuf, en plus d'une descendance, et elle me donne quoi en retour? Et en général, il n'y a rien. Et ce qui me sidère, c'est les femmes qui disent se concentrer sur leur carrière. Ah oui, mais j'ai décidé de me concentrer sur ma carrière, je veux pas avoir d'enfant tout de suite, ah oui, c'est trop tôt. Et cette notion de carrière même est faussée. Moi, je dis souvent aux meufs, mais t'as pas de carrière, t'as un job. T'as un job. La carrière, il y a peut-être que 5% des personnes sur Terre qui ont une carrière. La plupart des gens ont des jobs. Vous allez me dire, mais c'est quoi la différence? Bien, le job, c'est un truc que tu fais, c'est comme enseignante. Tu vois, t'as un job, t'as un salaire aujourd'hui, tu auras pratiquement le même dans 20 ans. Une carrière, je vais te donner un exemple de carrière. Il y a un mec que je connaissais avec qui j'ai travaillé sur des chantiers pas mal de temps, au début, il y a quelques années, et qui dirigeait une boîte de BTP qui s'était spécialisée dans la rénovation de bureaux. Je vais vous dire comment ce mec a commencé. Ce mec a commencé, on dit de lui, he was running the floors. Running the floors en construction, hein, running, courir, floor, étage. Quand tu cours les étages, c'est quand tu commences en BTP, que tu n'as aucune expérience, que tu n'as pas de diplôme, que tu n'es pas allé à l'école. Eh bien, c'est un boulot où on te charge de vérifier un peu la sécurité du chantier. Donc, tu cours dans les étages et tu vérifies que personne ne fume, que personne ne dégrade, que personne n'est en train de voler du cuivre. Tu vérifies que le chantier est bien vidé à 18h et qu'il n'y a personne qui traîne, que personne n'utilise du feu ou ne fait des travaux feu passé 17h parce que le chantier ferme à 18h. C'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de qualifications, mais qui est assez bon pour surveiller. Et ce mec-là, qui est assez connu, hein, je ne donnerai pas son nom, a commencé à observer. Donc il a vu les boîtes de placo, il a vu les plombiers, il a vu les artisans sur chantier, et il s'est dit, mais moi aussi je peux faire ça, il n'y a rien d'incroyable là-dedans. Donc il a monté une petite boîte de placo, une petite boîte qui fait des cloisons placo. Et au fur et à mesure, il a commencé à embaucher des plombiers, des menuisiers, des décorateurs, des peintres, et il a commencé à faire grossir sa petite entreprise. Et au bout de quelques années, le truc, c'est devenu une grosse boîte de rénovation qui répondait à des appels d'offres de plusieurs millions de livres sterling. Et au moment où je l'ai rencontré, sa boîte était en train de se faire racheter par l'une des plus grosses boîtes de BTP au Royaume-Uni. C'est l'équivalent de Vinci ou de Bouygues, ici. Encore une fois, je ne donnerai pas le nom pour éviter que certains d'entre vous aillent chercher un peu plus dans les détails. Et de toute façon, c'est pas le sujet. Et ce mec-là donc a vendu ses parts, ou a vendu une partie des parts, il a vendu 49% de ses parts pour plusieurs millions, hein, c'est un montant entre 2,5 millions et 3 millions. Et donc ce groupe qu'il a racheté, avec le leverage, avec la force et la capacité de ce grand groupe qu'il a racheté, a fait qu'il a pu participer à des appels d'offres encore plus gros, parce qu'il avait une trésorerie pratiquement illimitée, et qu'il avait derrière l'équivalent de Vinci ou de Bouygues, qui était capable de le renflouer si les choses allaient mal. Donc au niveau des assurances et au niveau du risque qu'il pouvait prendre, il a pu prendre des chantiers beaucoup plus gros. Donc ça, c'est ce que j'appelle une carrière. Un mec qui a jamais mis les pieds à l'université, qui a commencé avec un petit salaire à courir dans les étages, à vérifier que personne ne fume, a fini à la tête d'une des plus grosses boîtes de rénovation à Londres. Ça, c'est une carrière. La greluche qui me raconte « moi, je veux pas fonder de famille, moi, je veux pas faire la cuisine, moi, je ne veux pas m'occuper de mon intérieur, je bouffe du KFC, du McDonald's, mon intérieur est dégueulasse, ma chambre est dégueulasse, parce que je me concentre sur ma carrière », t'as pas de carrière, t'as un job. Comme la plupart des gens, tu as un job. Si tu faisais un sacrifice pareil, hein, ne pas pouvoir ranger, être tout le temps busy, occupé, comme on dit, et tu te dis, tu as une vraie carrière et tu finis l'année avec 2-3 millions de bénéfices, là, je vais dire, tu as une petite excuse. Tu as un intérieur dégueulasse, tu as ton kebab et ton KFC qui traînent sur ton lit, tu bouffes de la merde, mais chapeau, tu as réussi à faire 3 millions dans l'année. Bon, tu vois, ça, respect, chapeau bas. Mais tu as un job que tu vas faire encore pour les 30 prochaines années de ta vie, et tu sacrifies tout ça pour un petit job, tu sacrifies ta vie de femme pour un job,
Et toutes les femmes ont des petits jobs, il faut arrêter de se voiler la face. La femme, c'est de la secrétaire, c'est de l'enseignante. J'espère que, enfin ceux qui m'écoutent, ont compris que ce sont les hommes qui font tourner le monde. Hein. Mets les pieds dans une centrale nucléaire, mets les pieds dans une centrale électrique, mets les pieds sur un chantier, mets les pieds dans une salle de serveur, dans une usine. Tu verras que c'est les bonhommes qui travaillent et qui construisent le monde. Si toutes les femmes s'arrêtaient de travailler, bon, les écoles fermeraient, il y aurait des petits problèmes chez les fonctionnaires parce que 65% des femmes sont des fonctionnaires, il n'y a que de la gonzesse maintenant dans le service public. Il y aurait des petits problèmes. Mais si les hommes s'arrêtaient de travailler, je peux te dire qu'une centrale nucléaire qui s'arrête de travailler ou qui s'arrête de tourner, là tout de suite tu vas sentir la différence. Donc le MGTOW, c'est quelqu'un qui a pesé le pour et le contre et qui s'est dit aujourd'hui, si je raisonne de façon rationnelle, et très peu d'hommes sont rationnels, et j'ai la chance d'avoir toujours été rationnel, très peu d'hommes font cette analyse. Moi, je la fais. Je vais me dire, par exemple, quand tu vas acheter une maison, si quelqu'un te dit, tu as une chance sur deux pour que cette maison brûle, jamais tu mets un billet sur la maison, t'es complètement taré. Enfin, aucune banque ne te prêtera, personne ne te suivra, et si tu le fais, t'es complètement fou. Par contre, le mariage qui représente, ou le divorce plutôt, qui représente un mariage sur deux, donc 50% des mariages finissent ou se terminent en divorce, eh bien, t'as plein de mecs qui le font quand même. Tu lui dis, attends mec, on vient de te dire, t'as une chance sur deux pour que la baraque brûle. Est-ce que t'as écouté un peu le raisonnement? T'as une chance sur deux. Et les mecs, ils y vont. Vas-y que j'achète l'alliance et on fait la fête, on amuse tout le monde, on amuse la galerie. Et c'est pas grave, ça ne m'arrivera pas à moi, ça n'arrive qu'aux autres parce que moi, j'ai choisi la meilleure, la plus belle, la plus virtueuse et mon cul sur la commode. Mais la plupart des hommes ne font pas ce calcul. Ils pensent vraiment que ça ne leur arrivera jamais à eux. Ils pensent que ça n'arrive qu'aux autres. Or, statistiquement, une chance sur deux, si tu as 10 potes autour de toi qui sont mariés, tu vas en récupérer 5 complètement divorcés au bout de leur vie dans quelques années. Tu vois, moyenne de divorce chez les hommes, ça doit être à 43 ans. Et la femme, ça, au départ, elle le sait. La femme, au départ, elle sait que quelque part, elle va te larguer ou elle va divorcer. C'est ça que la plupart des hommes ne savent pas et ne comprennent pas. Pourquoi? Parce que les femmes se marient rarement avec leur meilleure option. Elles ont connu des hommes alpha, des hommes supérieurs, des hommes dominants, tu sais, les hommes qui leur tirent les cheveux et qui leur claquent les fesses. Et elles n'ont pas pu rester avec ces hommes-là parce qu'en général, ces hommes-là ont le choix, c'est le 20% du sommet de la pyramide. Et pourquoi rester avec une femme quand tu as le choix entre le 80% des femmes disponibles qui ne font que te regarder? Donc ces hommes-là se marient rarement. Et quand ils se marient, ils prennent la meilleure et ils la prennent très jeune. C'est qui récupère les femmes en fin de cycle, à 32 ans, à 33 ans? Eh bien, malheureusement, c'est l'homme du quotidien, c'est l'homme bêta, l'homme qui galère un peu à trouver des femmes, l'homme qui n'a pas le choix. Et donc, il a envie de se marier, il a envie de se poser, puis là, il a la nénette qui vient de finir son carrousel de la bite, elle a fini de jouer, elle a fini de jouer avec la terre entière, et elle se dit, bon ben, maintenant, il est temps que je me pose. Et là, à côté, t'as le petit manager gentil, il est là, il gagne bien sa vie, il a pris un crédit pour la maison, et elle va se dire, bon ben, tant qu'à faire, il est là, on va le prendre, on fera 2 gamins, puis je le largue à 40 ans et je refais ma vie. C'est un peu le calcul que font les femmes, c'est le calcul que font toutes les femmes, et les hommes ne le savent pas. Pourquoi? Parce qu'au moment où elle t'a épousé, elle te détestait déjà. Pourquoi? Encore une fois, parce que l'homme qu'elle voulait, les hommes supérieurs, les hommes en haut de la pyramide, ceux qui leur font la misère, eh bien, ceux-là ne veulent pas d'elle. Les hommes dominants dont raffolent les femmes ne veulent pas d'elle parce qu'ils ont tous les choix possibles. Et les hommes dominants qui se marient, ils se marient en général avec les femmes qui les ont connues lorsqu'ils étaient jeunes, lorsqu'ils étaient dans la galère, lorsqu'ils n'étaient pas encore devenus les hommes qu'ils sont aujourd'hui. Et vous regarderez Melinda Gates, les femmes qui sont auprès des géants de la tech, c'est des femmes qui étaient avec eux déjà au départ, lorsqu'ils étaient fauchés, lorsqu'ils n'étaient rien, ils se sont rencontrés à l'université, etc. Et ces femmes-là, elles sont prises très rapidement. Ce qui reste sur le circuit jusqu'à 32, 33, 40 ans, c'est de la gonzesse qui s'est dit « j'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps ». C'est de la gonzesse qui s'est donnée à peu près à la terre entière. Et c'est de la gonzesse qui, malheureusement, ou n'est pas assez belle, ou n'est pas assez intéressante pour que les hommes au sommet de la pyramide la gardent. Hein, les meilleures femmes, les plus belles sont prises en général, celles qui traînent jusqu'à tard. Il y a toujours un problème. Hein. Moi, je dis éviter ces femmes-là parce que à un moment, il y a un truc qui ne marche pas. Une fille belle, avenante,
intelligente, aimante, qui sait tenir un foyer, une fille traditionnelle, ça ne reste pas seul. T'as un mec qui s'en occupe avant 25 ans. Des meufs comme ça traîne pas dans la rue. Les meufs qui traînent encore après cet âge-là, c'est justement les filles qui ne sont pas assez bien pour avoir trouvé ce type d'homme. Donc c'est un peu ça que l'homme bêta, l'homme du quotidien n'a pas compris, c'est que t'es perdant au départ. Déjà, t'es perdant parce que t'as aucun respect pour toi-même. Pourquoi t'épouses des gonzesses de 32, 33, 40 ans? Pourquoi t'épouses des gonzesses de cet âge-là? Tu te demandes pas, mais pourquoi elle s'est pas donnée plus jeune? Elle faisait quoi plus jeune? Elle faisait des études. Elle a fait quoi? Elles ont toutes fait des doctorats. Faut arrêter de déconner. Et si t'étais un mec qui se respectait, ben tu te dirais, ben non, ma condition c'est ou elle se donne à moi dans sa jeunesse, quand elle est belle et fraîche, à 23, 24 ans, et là je profite de sa jeunesse et de sa beauté, ou j'en veux pas. Mais la greluche qui atterrit chez toi à 33 ans et qui te demande de l'épouser, on est où là? Sérieux, on est où? C'est pas les soldes de toute l'année, il faut arrêter de déconner à un moment. Donc le MGTOW, c'est quelqu'un qui a compris ça et qui se dit, ben le deal pourri, j'en veux plus. Ce deal pourri du mariage, ce deal pourri avec la femme névrosée, je n'en veux pas. C'est des hommes qui n'ont pas de haine, c'est des hommes qui ne détestent pas les femmes. Moi-même, je n'ai aucun problème dans ma vie quotidienne avec les femmes, je continue à en fréquenter, je continue à avoir une vie sexuelle, je n'ai pas de problème en général. C'est juste que je refuse l'engagement à long terme parce que c'est un investissement pourri. Quand je le raisonne avec un esprit rationnel, que je pèse le pour et le contre, c'est un deal pourri. Et donc tous ceux qui apparentent les MGTOW aux incels n'ont absolument rien compris parce qu'ils comparent deux choses complètement différentes. Le MGTOW, c'est un célibataire volontaire qui a connu la femme, qui l'a aimée, qui l'a fréquentée et qui n'en veut plus. L'incel est un célibataire involontaire qui subit la misère sexuelle, qui est triste, qui n'y arrive pas, qui rêverait d'aimer, de rencontrer des femmes, mais voilà, il n'y arrive pas, ou parce qu'il a de l'anxiété sociale, ou parce qu'il a des problèmes physiques, ou parce qu'il y a un truc qui cloche. Et ils n'y arrivent pas. Et donc, malheureusement pour eux, c'est des gens qui souffrent, hein, c'est des gens qui souffrent profondément, qui n'ont pas la bonne solution parce qu'ils se tournent vers la violence, c'est là où c'est dramatique. Mais la réalité de ces gens-là, c'est qu'ils souffrent. Mais le MGTOW n'est pas dans cette réalité-là. Le MGTOW est quelqu'un qui a connu la femme et qui l'a évacuée de sa vie. Et pour finir ce podcast, beaucoup de jeunes me disent... J'ai 20 ans, je suis MGTOW, j'écoute beaucoup ce que tu fais, et je leur réponds systématiquement, à 20 ans, tu ne peux pas être MGTOW, mec. Il faut que tu vives ta vie. Vis ta vie, rencontre des femmes, baise, fais la fête, voyage, travaille sur toi-même en même temps, mais tu ne peux pas être MGTOW si tu n'as pas connu les femmes, et tu te feras ton idée après. Tu ne peux pas, sans connaître les femmes, tu vas pas devenir un moine et rester puceau toute ta vie. Non, fréquente les femmes, hein, aime-les, tombe amoureux. De toute façon, ça va être facile pour toi parce que t'es bourré d'hormones. Ton corps est t'es en fusion nucléaire, là. T'as les boutons qui éclatent, t'as la gaule 20 fois par jour. Donc tu vas difficilement pouvoir lutter contre ça. Mais tout en te protégeant, bien sûr, hein, ne fais pas de gamin à 20 ans, arrête de faire le con. Mais... tout en connaissant le contenu MGTOW, la nature féminine, tu peux très bien continuer à fréquenter les femmes et tu te feras ton idée une fois que tu auras connu les femmes. C'est comme le mec qui dit j'aime pas les Porsche ou j'aime pas les Ferrari. Bon, j'aime pas les Porsche, j'aime pas le design, ça fait trop de bruit, sans ne jamais avoir conduit une Porsche de sa vie. Tu ne peux pas dire je n'aime pas les Porsche si tu n'as pas conduit de Porsche. Tu ne peux pas dire je n'aime pas les Porsche si tu n'as jamais conduit une Porsche de ta vie. Mets-toi au volant d'une Porsche sans la vitesse, sans l'accélération, kiffe la vie. Une fois que tu as fini, ben, tu peux dire ben ouais, j'aime pas les Porsche. Tu vois, tu l'as essayé. Mais tu peux pas faire le grincheux, dire j'aime pas les Porsche sans avoir utilisé la machine. Donc pour les très très jeunes qui s'intéressent au MGTOW, bah oui, intéressez-vous au MGTOW, intéressez-vous à cette philosophie, intéressez-vous à la nature féminine, intéressez-vous au danger du mariage, au danger de l'association avec une femme, intéressez-vous aux hommes divorcés, parlez aux hommes divorcés, parlez aux hommes ruinés par un mariage, pour comprendre qu'est-ce que le système judiciaire et comment un mariage peut vous ruiner. Mais tout en faisant ça, faites-vous votre propre expérience. Et une fois que tu auras fait cette expérience, tu pourras te dire, à un moment, à 27, 28, je sais pas, à 30 ans, tu pourras te dire « Ah oui, ben, les gonzesses, j'ai fait le tour et c'est pas pour moi. »
Ou du moins, le mariage, j'ai fait le tour et c'est pas pour moi. Mais tu le feras en connaissance de cause. Conduis la Porsche et ensuite tu pourras dire j'aime pas les Porsche. Hein. C'est comme les mecs qui disent j'aime pas les top modèles russes. Oui, ben baise une top modèle russe et ensuite tu pourras dire j'aime pas les top modèles russes. Tu vois, c'est trop maigre. Il y a pas assez de, y a pas assez de graisse. Hein. Tu tapes dans les fesses et tu as l'impression de taper dans un mur. Tu vois, mais au moins tu as essayé. Tu vois, tu as essayé. T'as fréquenté la top modèle russe et à un moment tu t'es dit c'est trop cher. La top modèle russe c'est trop cher, ça baise mal, c'est trop dur, il y a des os partout et j'aime pas. J'aime quand il y a un peu de chair, tu vois, qu'on puisse tenir quelque chose, qu'on puisse sentir quelque chose. Mais le poteau de bistrot, là, le pilier de bistrot qui dit oh les top modèles russes, de toute façon c'est pas bien, alors qu'il est avec sa greluche obèse depuis 45 ans, bon, faut arrêter de déconner les mecs. Faites-vous vos expériences et critiquez les choses que vous connaissez. Ne faites pas les mecs aigris qui critiquent ce qu'ils ne connaissent pas. Vivez vos expériences. Vivez ce qu'il y a à vivre, et ensuite, on peut en tirer la conclusion. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai eu mes expériences, j'ai fréquenté les femmes, je les ai aimées, je les ai respectées. J'ai jamais maltraité une femme. J'ai toujours été un homme correct dans mon rapport avec la femme, mais je suis juste arrivé à la conclusion que, d'une façon générale, une association à long terme n'était pas intéressante par rapport au projet que j'avais envie de faire, par rapport au temps que j'avais besoin de dégager, parce qu'une femme c'est aussi du temps, c'est sortir, c'est s'en occuper, la faire bouffer, répondre au téléphone, répondre aux textes, etc. Et ça aujourd'hui j'ai plus le temps dans le parcours que je me suis donné et dans le choix de vie que je me suis donné, il n'y a plus de place pour ça. Et tous les hommes qui se mettent sur le chemin de la réussite et qui se sont mis à construire une entreprise, construire un business, construire quelque chose, vont comprendre que la femme est une perte de temps et que dans la vie, il faut choisir. Hein. Tu ne pourras pas continuer à sortir 3 fois par semaine, aller dragouiller dans les bars, dans les boîtes de nuit, et en même temps faire du sport, voyager, écrire un livre, avoir un business. Lire, te cultiver, te former, tu ne pourras pas faire tout ça à un moment, donc il y aura un choix à faire, et le choix c'est le tien. Tu peux ou continuer à dragouiller toute ta vie, sachant qu'un jour, toi aussi, tu auras 50 ou 60 ans, tu regarderas ta vie et tu te diras, bon ben, qu'est-ce que j'en ai fait? Ou tu peux choisir de te dire, ben, il n'y a pas beaucoup de moments dans la vie où on peut décider de réussir, tu as une petite fenêtre, de tir, et si tu ne comprends pas la chance que tu as au moment où tu es dans cette petite fenêtre, qui ne peut durer que 4-5 ans, hein, dans la vie, tu n'as pas beaucoup de situations où tu peux vraiment décoller. Tu as une espèce de convergence des étoiles, des constellations. Il y a un truc qui se passe autour de toi qui fait que tu peux ou tu es en train de réussir. Et ce truc-là, c'est un peu de la magie. Ça arrive assez rarement dans une vie. Et si tu ne captes pas ce moment-là, tu sens qu'il y a un truc qui est en train de se passer dans l'air, il y a des gens qui commencent à t'appeler, tu commences à avoir du boulot, tu commences à gagner beaucoup d'argent sans même le réaliser. Il y a une espèce de convergence des choses et tu l'as initié. Hein. Je crois beaucoup en la loi de l'attraction. Si tu te mets en route pour décider, si tu parles à l'univers et tu lui dis j'ai envie de réussir et tu te mets en marche pour réussir, à un moment il va te répondre. C'est un peu comme dans la phrase de l'alchimiste de Paulo Coelho, quand tu veux quelque chose, tout l'univers conspire à te permettre de réaliser ton désir. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment expérimenté dans la vie. Quand tu veux vraiment quelque chose, quand tu fais fonctionner l'intégralité de ton corps et ton esprit pour cette chose, eh bien, tu verras qu'autour de toi, les choses commencent à converger et les choses commencent à se passer et tu te mets en marche vers ton destin. Et t'as pas beaucoup de fenêtres de tir dans une vie pour réaliser ça. C'est un laps de temps très court, ça peut être 4, 5, 6 ans, 10 ans maximum où t'as cette espèce de synergie et si tu rates la fenêtre, si pendant cette fenêtre-là t'as décidé d'aller courir la greluche dans la rue, t'as décidé d'aller te payer des séminaires de séduction chez je ne sais quel clochard, eh bien t'as raté la fenêtre. T'as raté la fenêtre, mec. Voilà pour aujourd'hui. Et que dire d'autre? Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.